Bonjour à tous, bienvenue pour cette 14e entrevue. Aujourd'hui, nous allons terminer ce qui a trait à la thérapie. Voyez-vous, je ne fais qu'effleurer le processus ici, là. C'est plutôt unique à chaque personne, comment ça se passe. Je vous donne les grandes lignes. Je vous ai fait parvenir un document, qui résume à peu près ma pensée, là, ma façon de procéder. La thérapie selon l'analyse existentielle et la méthode phénoménologique. Vous savez maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Au plan physique, l'espace sépare les objets. Hein? Bon, si je place ça ici, physiquement, l'espace sépare les objets. Humainement, il nous unit. Si nous sommes en mesure d'accepter l'altérité de l'autre. L'altérité, il n'y a pas deux âmes identiques, il n'y a pas deux personnes identiques. Or, cela n'est possible que si la parole, dans un engagement mutuel au dialogue, rappelez-vous, la vérité, pas d'autocensure, est vue comme un moyen pour faire émerger la vérité. Ainsi, la thérapie gestaltique marque un tournant ontologique. Ontologique, ça veut dire notre rapport éventuellement aux autres, et devient une expérience fondamentale. Fondamentale, ça veut dire qu'elle est aussi fondatrice. Après ça, ça va se reproduire dans le quotidien. Que le patient sera désormais enclin à rechercher dans son existence. Une existence soutenue dès lors par le Tao, garant de l'altérité, vécue sous toutes ses formes et tous ses aspects, gage de sagesse et de maturité. Donc, vous comprenez que cette forme de thérapie basée sur la parole et ainsi de suite, la vérité, hein, c'est comme le prototype de ce que pourraient être éventuellement vos relations aux autres. OK. La première chose dont nous allons, bon, on l'a dit, hein, la parole c'est important, bon. Et rappelez-vous, on va voir tantôt, la thérapie se divise en deux parties. La première partie, j'écoute, je reçois toute l'information, une mise à nu totale. La deuxième partie, j'interviens, c'est moi qui enseigne à mon patient. Donc, dans la première partie, se produit déjà ce qu'on appelle un insight. Un insight, c'est le moi qui s'élève, OK? On l'a dit, la thérapie est une convocation. Le moi s'appelle, plus mieux encore, le moi s'interpelle. Il y a une distance entre toute sa vie et lui, là. Donc, le moi s'interpelle. L'insight, c'est un accroissement de la conscience. Il y a eu, rappelez-vous, l'épreuve qui amène le patient en thérapie, c'est une convocation. C'est aussi ce qui va amener à une consultation. Et, en troisième lieu, à une confrontation avec soi-même. Et c'est à partir de tout cela qu'il peut y arriver ce qu'on appelle une conversion. Convertere, ça veut dire se rencontrer, hein, ça veut dire se détourner d'une situation. Hein. J'ai pas le tableau ici, mais rappelez-vous, quand on avait le tableau chronologique là, de la personne, ça veut dire se détourner de, sur et avec. Faut pas nier notre passé, il faut pas l'oublier, il faut pas, bon. Non, il faut y faire face. Un bon exemple que j'ai ici, c'est quand j'étais jeune, un des hobbies qu'on avait, à part les boules de neige, là, c'était de faire monter des cerfs-volants. Ça coûtait rien. Du papier brun qu'on achetait à l'épicerie, on faisait de la colle à baveux avec de la poudre à pâte, de la pâte, je pense pas trop, là, pour faire la cuisine, avec de l'eau. Et on faisait monter. Et mon frère m'a emmené dans la rue, juste à mon premier cerf-volant. Il dit, Majala, il dit, mets ton doigt dans ta bouche. Moi, là, du côté où tu sens le vent, la fraîche, là, ça veut dire que le vent, il vient de ce côté-là. Organise-toi toujours pour avoir le vent dans le dos. Des fois, quand je fais des conférences, je demande, est-ce que les cerfs-volants, je demande aux gens, est-ce que les cerfs-volants, ils montent avec ou contre le vent? Ils me disent avec, contre, non, ni un ni l'autre. C'est avec et contre. Et c'est la même chose dans la vie.
nos épreuves, nos situations difficiles vont nous faire monter, hein, évoluer, élever, dans la mesure où on est capable d'y faire face et de soutenir. S'ils ne vendent pas, j'allais dehors, le cerf-volant, il restait à terre, là, OK? S'ils vendent trop fort, la corde peut casser. 3 suicides par jour au Québec. Donc, la deuxième partie maintenant, ça termine la première partie, OK? L'insight. Déjà, le patient est amené à des prises de conscience. La deuxième partie, j'ai 6 entrevues très structurées. Et par la suite, depuis quelques années, j'avais ajouté la méditation. 3 entrevues, ce qui veut dire 9. Donc, au total, en moyenne, 14 rencontres. Ma thérapie est très structurée. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, ils ne vont pas ailleurs. J'ai pas beaucoup, je pense, dans 25 ans qui sont allés ailleurs après. Parce que les changements qu'ils auraient dû devoir faire, ils n'étaient pas en mesure de les faire. Ils voulaient une autre réponse. Donc, deuxième partie. Et très rapidement, la première entrevue, j'enseigne à mon patient l'existence. Tout ce que vous avez vu ensemble ici, là, avec moi, mes patients, ils sont au courant de ça. Ils savent. Et l'exemple que je donne, c'est l'exemple à la page 79 du livre. Là, il y a un très bon exemple. Le médecin qui vous annonce que vous avez un cancer et 3 semaines après, il vous dit que c'est une erreur, c'est un faux diagnostic. Hein. Vous savez très bien que ça n'effacera pas les 3 semaines d'enfer que vous avez vécues. Ils sont là. Rappelez-vous la loi d'essence. Nul être ne peut ne pas être. C'est là. Donc, l'existence. La deuxième entrevue, les racines. Oh. Deuxième entrevue, l'objectif majeur, c'est de faire prendre à mon patient que tout ce qu'il a fait auparavant, c'était le meilleur. Parce qu'il avait reçu le meilleur. Rappelez-vous ma patiente qui avait été abusée sexuellement par son père et ainsi de suite. Bon, ce que tu as reçu avant, c'était le meilleur. Ça se fait. Elle ne peut pas accéder à l'amour si elle voudrait tuer son père, c'est pleine de haine, de ressentiment. Donc, ça, c'est important. C'est un déclenchement majeur. À un moment donné, je me rappelle quelqu'un qui était me voir pour un cancer, puis après qu'on a fait cette entrevue-là, c'était pas la première fois, là. Il venait de l'extérieur de Montréal, je crois. Il est allé prendre une pause dehors. Il dit, Monsieur Potvin, c'est épouvantable. Il dit, le soulagement là, que je vis, c'est incroyable. Donc, le troisième entretien porte sur, et là j'ai tout le tableau chronologique, et moi je vois vous savez, les concordances, et là c'est ça qu'on examine. Parce qu'il est unique, le tableau est unique pour chacun. Quatrième entretien, l'épreuve. C'est de lui démontrer que la situation qu'il vit présentement, maladie physique, psychologique, dépression, tout ça, c'était comme conditionné. Et là, l'épreuve arrive, c'est pas pour rien. Ça vient lui montrer à quel point il était peut-être sur la bonne voie, mais pas nécessairement dans la bonne direction. Ensuite, là, je lui montre vraiment l'impact de ses comportements sur, c'est le tableau, les maladies, les problématiques psychologiques, ainsi de suite. Donc, cette partie-là, rappelez-vous, elle a un objectif bien précis. C'est de lui démontrer qu'il n'y a pas de scission, il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps. Je suis mon corps. Le corps est la manifestation de quelque chose d'autre. Au départ de la conscience universelle, et à cela s'ajoute la conscience individuelle, ou ce qu'on appelait Jung l'inconscient collectif au départ, une cause formelle. Ensuite, en Freud, l'inconscient individuel, tout ce qui... Bon, le corps phénoménal se porte garant du corps physique. C'est pour ça que vous avez développé telle phobie, que vous avez fait ci, que vous avez fait ça. Bon,
que vous faites de l'arthrite, que vous êtes toujours en diarrhée, bon, que vous avez un cancer, pas n'importe lequel, un cancer du côlon, c'est pas pareil comme un cancer des os, bon. Autre chose importante, 6e entrevue, la parole. Ici, j'ai pas le livre, dans le livre Liberté, je pense qu'il y a 38 pages strictement sur la parole, comment s'exprimer. Je ne l'ai pas développé là-dedans beaucoup, sauf quand on va parler du chakra 2, hein, la relation à l'autre. On va en parler à ce moment-là. Donc, la parole, rappelez-vous, c'est garant de notre rapport ontologique, de notre rapport avec le monde, avec les autres. Comment s'exprimer, quand est-ce le faire, pourquoi le faire. Bon, quand est-ce savoir se taire. Oh. Écoutez, la parole, c'est très important. Je vais vous donner, bon, 3 petits exemples maintenant pour vous dire à peu près comment ça se passe dans la deuxième partie. À un moment donné, j'ai eu une femme qui venait me voir pour... et vous allez voir, on va commencer par la grossesse, après ça, on va avancer un peu, là. Et vous savez que plus on recule dans le temps, plus les fatalités, plus les drames, plus les traumatismes qu'on va vivre sont importants. Parce que là, on est plus on recule, plus on est vulnérable, plus on est dépendant. Ça va laisser des traces profondes. C'est une femme qui était venue me voir, ça fait longtemps, peut-être au début de ma carrière, là, des problèmes cardiaques. Elle avait 45 ans, dans la quarantaine, problèmes sévères, problèmes tout le temps, des problèmes cardiaques. Écoutez, elle ne travaillait pas dans les salles de cuve à l'Alcan ou ailleurs, non, mais elle avait des problèmes cardiaques importants. Et cette femme-là, en 1900, dans les années, juste avant les années 50, je pense que c'était en 45 ou 46, là, la première fois où elle est sortie, elle est allée danser dans une salle. Et là, il y a quelqu'un qui a proposé de la raccompagner. Et malheureusement, il l'a emmenée dans une route isolée. Ils ont fait l'amour. C'est un viol, ni plus ni moins. Comme du malheur, cette femme-là est enceinte. On est en 46 ou 47, je crois. Et son père et sa mère, t'as pas le choix, tu vas le garder, puis écoutez, l'avortement à cette période-là, on oublie ça. Là. Donc c'était un enfant du viol, on peut dire. Et elle me racontait que tous les soirs, elle se flattait le ventre des heures de temps pour souhaiter d'avoir un garçon. Et elle me dit, pour pas qu'il y ait de marde comme nous autres, les femmes. Et là-dessus, elle avait parfaitement raison. Sa fille est venue au monde. Homosexuelle, danseuse dans les bars. Voyez-vous, fait un certain effet aux hommes, là, hein? Mais c'est comme dans la chanson d'Aznavour, hein? Ce qui l'attend, c'est une femme dans son lit. Donc, c'est pas une vie facile, on s'entend, là, OK? Bon, on est dans les années, peut-être qu'elle avait déjà, même pas dans les années 65, peut-être 60. Et sa mère, hein, seul enfant qu'elle a, c'est pas facile, elle a eu le cœur déchiré toute sa vie, c'est comme ça qu'elle s'exprimait. Donc, voyez-vous, durant la grossesse, déjà, il y a des traces qui s'instaurent. Le cœur est formé avant le cerveau. Donc, tout ce qui se passe durant les 9 mois, c'est le stade émotionnel, c'est le cœur. Ça a déjà un impact sur le nourrisson. Toby Nathan, que j'ai mentionné préalablement, a fait, à un moment donné, il était au sud Bénin, en Afrique, et il a fait en thérapie un homme et une femme qui avaient 4 enfants. Selon leurs croyances, OK, eux, le 5e enfant, ils devaient avoir une fille aveugle. Ben, soda,
la fille est venue au monde aveugle. Ça existe peut-être, je l'avais vu ça sur vidéo, ça existe peut-être, vous pouvez le retrouver, Toby Nathan. Donc, ça commence là. Mon petit gars de 17 ans, rappelez-vous, qui était venu me voir. Suicide. Il tombe en amour, 3 mois. Après 3 mois, la jeune fille le laisse, bon, mais il fait une tentative de suicide. Voyez-vous, connaissant son histoire, je savais que quand il avait 6 ou 7 mois, sa mère s'est séparée. Son mari était parti avec une de ses meilleures amies. Elle se retrouve seule avec un petit poupon, OK, d'à peine 6 mois. Elle est là physiquement, quantitativement. Il mange, il dort, il soigne, il y a une chambre, il y a tout ce qu'il faut. Mais sa mère, elle est où? Elle n'est pas là. Elle est affectée. Voyez-vous, dans la première année de sa vie, on appelle ça le stade de confiance-méfiance en psychologie. Déjà, là, il n'y a pas toute la place qualitativement qui devrait lui être évolue, accordée. La dépendance, la vulnérabilité sont à leur maximum. Ça a un impact, là. Il n'est pas encore dans le stade rationnel, là. Il ne peut pas raisonner ça. Bon, coup d'un moment, c'est séparé, puis je comprends, puis... Non, stade émotionnel. Et, vous savez, Balzac disait, souvent, tous ces épisodes-là de notre vie vont faire en sorte que la mémoire du cœur va prendre toute la place rendue adulte. Ah oui, mais c'est sûr, son cœur se rappelle de ça. Et là, c'est sûr que sa mère reprend un peu ses esprits. Après 6 mois, 1 an, il reprend sa place. Toute la place qu'il devrait avoir. Mais là, quand il y a 4 ans et demi, on est dans une stade qu'on appelle la phase édipienne. Entre 3 et 6 ans. La phase édipienne, c'est vraiment pas sexuel, là. Freud insistait beaucoup là-dessus. Là. C'est sensuel, hétérosensuel. La fille a un débordement affectif pour le père. Papa, quand je vais être grand, je vais être marié. T'es le plus beau papa du monde. Bon, le garçon, c'est pour la mère. Lui, il vit ça, là. Il se réacoquine avec sa mère, affectivement, intensément. Mais là, sa mère se fait un nouveau chum. La concurrence. Ben voyons donc. Il se sent encore abandonné. Et il arrive à 17 ans. Cette jeune fille-là l'abandonne. Qu'est-ce que ça donne d'aimer? Ma mère m'a abandonné 2 fois. Elle m'abandonne. Mais voyez-vous, c'est comme ça. Je ne peux pas raisonner ça. Moi, mon travail, c'est de l'amener à lui faire comprendre que c'est comme ça. Ta mère n'a pas fait exprès. D'abord, c'est s'aimer lui-même, ne pas détester rien, ne pas en vouloir aux femmes, ne pas en vouloir à personne. Bon, ça s'est passé comme ça quand tu avais 6-7 mois. Et là, c'est normal. Écoute, ta mère, imagine-toi là, tu sais, quelqu'un de... Ta mère avait quoi, 21, 22 ans, se ramasse toute seule avec un petit bébé. Bon. À 4 ans et demi, ta mère, elle rencontre quelqu'un, elle fait sa vie, là, OK? Et il comprend ça, là. Rappelez-vous, j'ai pas affaire à un déficient, j'ai pas affaire à un psychotique. Il comprend ça. Puis à 17 ans, ben écoute, c'est peut-être un peu normal que tu fasses une tentative de suicide. Mais vois-tu, t'es ici, puis là, on travaille ça, puis bon. Donc, voyez-vous, c'est un appel à la raison. Rappelez-vous, Descartes, la raison, un enchaînement logique, des idées. La liaison entre des vérités conduisant progressivement à des certitudes, à la liberté en même temps.
troisième exemple que je vais vous donner, j'ai travaillé avec entre autres, un pédophile. Bon, quand la gardienne, quand il se faisait garder, la gardienne, c'était un frère, une soeur, je pense, le gardien. Des fois, c'était un petit gars. Ben, on le masturbait. Il y avait quoi? Peut-être 5 ans. C'était pas 5, 6 ans. Encore là, dans la période édipienne. Jeune, bon, à 6 ans. Ben, voyez-vous, c'est un stade, la force édipienne, c'est un prototype de ce que va être ma vie sexuelle, ma relation aux femmes, aux hommes. Bon, mais c'est ça qu'il a vécu. Donc, le but, et cet homme a changé sa route, là. Ça n'est plus arrivé. Il était venu parce qu'il avait connu une fille, qui avait une petite fille, et là, il avait peur de ça, et on a réglé le problème, là. On l'a réglé, le problème. On n'a pas eu besoin de castrer. OK? On l'a réglé, le problème. Mais voyez-vous, il a fait preuve d'humilité, de responsabilité. Et il avait rencontré quelqu'un. Ce qui nous change dans la vie, c'est les rencontres qu'on fait. Il a rencontré une femme avec qui, bon, ouais. Et là, il avait peur de ce qui se passe, qui aurait pu se passer, et est venu chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide, c'est un signe, un indice de santé mentale. Donc, voyez-vous, 3 exemples où moi, j'amène les gens à raisonner, à se questionner. Bon. Donc, la thérapie que je vous ai présentée tout au long de ces 3 entrevues-là qui se terminent aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on appelle la Gestalt. Hein. Et ici, on va enclencher avec le Tao. Pourquoi il y a des changements qui se passent dans cette forme de thérapie-là? Et je vous l'ai dit, dans 14 heures en moyenne, là. Dans 14 heures en moyenne. Il y a 4 formes d'amour. L'éros, l'amour conjugal intime. Un homme, une femme. Storge, l'amour familial. On a des enfants, mais l'amour familial. La philia. La philia, c'est l'amitié. Et enfin, l'agapé, qui est l'amour humain universel, l'agapé. Donc, voyez-vous, si on revient à ceci, là, hein, l'amour thérapeutique, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler de l'agapé. Et Carl Rogers, le grand psychologue, de renommée quand même international, disait, il y a quelque chose qui se passe en thérapie, je ne sais pas quoi, là, mais il y a quelque chose qui se passe qui est plus grand que le cadre thérapeutique. Il ne l'a pas nommé, peut-être qu'il n'était pas proche de la philosophie bouddhiste ou taoïste ou peu importe, orientale. Mais pour moi, c'est le Tao. Ce qui se passe là, c'est le Tao. En fait, la thérapie, c'est comme une méditation à 2. Mais il y a quelque chose d'autre. Voyez-vous, le Tao, là, je vous dis exactement ce que c'est. Le Tao, c'est, on va prendre notre exemple, c'est ni le thérapeute, ni le patient, ni un, ni l'autre. Le Tao ne penche ni d'un bord, ni de l'autre. Rappelez-vous, on se rencontre là. OK, le Tao bon. Le Tao englobe et transcende les deux à la fois. Il y a quelque chose de plus grand qui se passe. Ni un, ni l'autre. Une autre définition intéressante, le Tao, c'est la manifestation du binaire. Le binaire, c'est lui, c'est moi. Hein, le binaire, c'est le noyau de l'électron, c'est les électrons. Le positif, le négatif, c'est ça le binaire. C'est la manifestation du binaire en processus dans le cosmos, hein, d'une dualité, 1, 2, hein, d'une dualité non séparée. Donc, la rencontre thérapeutique, une dualité non séparée.
On a établi en partant, on se dit les vraies affaires, c'est une base. Rappelez-vous, c'est une expérience fondamentale. C'est la première fois que la personne qui me consulte peut s'exprimer comme elle, librement, totalement comme elle peut faire, sans se sentir jugée, critiquée, rabrouée. Et rappelez-vous, le thérapeute, lui, accueille ça. C'est sa quête d'aide, qui rencontre la quête d'aide du patient. Donc, le Tao, c'est ça. Dans cet espace-là, hein, le lieu de l'objectivité, c'est l'intersubjectivité. On se rencontre là. On se rencontre là. Donc, au plan physique, l'espace sépare les choses. Au plan humain, il nous unit, à condition qu'on soit capable d'altérité, d'accueillir l'autre comme il est. C'est la condition primordiale. On est capable d'altérer. Mais pour être capable d'altérité, altérité, ça veut dire ce qui est autre. Il faut avoir délaissé un peu la subjectivité, l'ego. L'ego, c'est le sujet, c'est la subjectivité. Or, pour accéder à l'altérité, pour que cette liberté-là, la liberté, c'est ce qui est garant de mon rapport avec l'autre, il faut qu'il y ait une certaine, faut que préexiste une certaine vérité. J'ai ma vérité, il y a sa vérité, on met ça en commun. Donc, voyez-vous, le Tao, c'est cet espace-là. C'est comme une dynamique. On dit le Tao, la réalité, ça fait partie, c'est la réalité fondamentale. Le Tao, la réalité fondamentale n'est ni existante, ni non existante. Ce qui se passe dans le cadre thérapeutique, c'est ni existant, on ne le voit pas, il y a quelque chose qui se passe là. Quand vous tombez en amour avec quelqu'un, on va le voir avec le chakra 2. Ni existant, ni non existant. Ça existe, mais pourtant, on ne sait pas trop. Mais pour ça, il faut s'être libéré, il faut avoir créé un espace. Et cet espace, c'est l'intersubjectivité, c'est le lieu, c'est l'espace qui... c'est ce qui nous unit au plan humain. Donc, pour terminer, c'est tout ce que je veux. Je ne veux pas aller plus loin avec la thérapie. Ceci dit, la semaine prochaine, nous allons débuter la méditation. Donc, moi, dans la deuxième partie, vous l'avez vu, j'ai 6 entrevues très structurées où j'enseigne aux patients tout ce que vous avez vu sur les vidéos. J'utilise des couleurs. J'ai un porte-crayon, j'ai un des gros bics colorants des couleurs. Le bleu a une fonction. Le bleu, c'est quand je fais ce dessin-là avec mes patients, je fais des dessins aussi. Je mets ça en bleu ici. Moi, c'est là que je veux vous amener. Quand je mets du vert, c'est la parole. Quand je mets du rouge, je mets des points rouges, là, c'est tout, je l'aiguille, je les aime pas, les maudits anglais, ainsi de suite. J'utilise les couleurs. Je me fais comprendre. Et rappelez-vous, j'ai quelqu'un qui est pas déficient, c'est pas un psychotique, c'est quelqu'un qui peut comprendre. Donc, c'est important, avec la parole, d'aller chercher toute l'information et après ça, de l'amener lui-même à réinterpréter des choses qu'il ne pouvait pas comprendre durant la grossesse, à 1 an et demi, à 5 ans, ainsi de suite. Donc, tout se joue beaucoup entre 0 et 6 ans. Vous avez sûrement entendu ça. Et c'est comme ça que je procède. Donc, je libère jamais personne. C'est le patient qui se libère lui-même parce que je l'amène à réinterpréter des choses parce que là, il veut, il peut, ainsi de suite. Donc, la semaine prochaine, nous enclenchons la méditation. Ce n'est pas tout de suite la méditation comme telle, un préambule sur la méditation. Je n'ai aucune idée si ça va prendre 1 ou 2 rencontres, mais ce sera la semaine prochaine. Et après ça, ça va être les 3 entretiens, assurément 3 entretiens, strictement sur la méditation. Je pense. OK, bon, écoutez, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci encore de me suivre et de m'écouter. Oui, il y a des gens qui me demandaient comment on faisait pour acheter le livre. Là. Bon, il n'est pas dans les librairies, perdez pas votre temps, il n'est pas là. Vous avez mes coordonnées, là, info@commercialmajalapadvin.com
Et c'est pas compliqué. Merci encore. Bonne semaine.